participer. Le sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'est la partie de l'évolution, j'allais dire, des normalisations de câblage. On va voir ça à travers évidemment un événement un peu important qui est l'arrivée de la catégorie 8 comme on le suggère sur le titre. Mais juste avant, en 30 secondes, je pense que tout le monde connaît la marque Floop Networks, mais effectivement, cette année, en 2017, est une année importante puisque nous fêtons les 25 ans d'existence avec de grands nombres d'innovations qui ont eu lieu pendant toute cette période. Donc voilà, un petit clin d'œil à cet événement-là avec ce grand slide qui résume depuis 1992 en fait cette évolution des technologies sur la partie infrastructure de câblage, que ce soit sur le cuivre ou sur la fibre évidemment. Donc 25 ans avec beaucoup de chiffres qui parlent d'eux-mêmes. J'ai l'habitude de dire sur cet événement que effectivement ce sont vos chiffres et pas les nôtres. Généralement, on se résume à une évolution du temps de test qui a énormément diminué et ce qui a fait gagner du temps à tout le monde, puisque notre temps, c'est finalement notre métier. Et donc voilà, un petit clin d'œil, encore une fois, sur cette évolution de la technologie qui a eu lieu. Donc l'ordre du jour, elle va se faire en 3 étapes au niveau de cette présentation. Les évolutions des normes et les impacts que l'on va ressentir, entre guillemets, sur nos infrastructures. Associé à ça, quelles sont les étapes que l'on peut avoir et suivre par rapport aux certifications sur l'ERJ45 cuivre. Et puis bien sûr, une vue d'ensemble de la nouvelle génération des 68000 qui a été introduit il y a quelques semaines dorénavant sur le marché. Alors, pour introduire cette évolution normative, je fais appel à quelqu'un, une société qu'on connaît bien tous, qui s'appelle Cisco, qui ont un organisme interne de prévision qu'on appelle le VNI et qui prévoit que le trafic IP fasse une évolution de volume relativement conséquente, puisque 3 fois ça peut paraître à la fois raisonnable et grand en termes d'évolution de trafic, sauf que évidemment le réseau actuel, tout le monde le pense, ou en tout cas chacun le pense pour soi, il est d'ores et déjà bien dimensionné pour ce qu'il a à faire, c'est-à-dire supporter, connecter les ordinateurs entre eux, évidemment les nouveaux téléphones IP, la nouvelle technologie, mais dorénavant évidemment les tablettes, les smartphones, pourquoi pas les caméras de sécurité, les systèmes de contrôle d'accès pour les portes et autres, et bien sûr, quand on est dans le monde industriel, beaucoup d'équipements d'automation. Ce qui fait que tout ça amène évidemment une évolution de notre infrastructure, que ce soit la partie cuivre, fibre, mais aussi évidemment équipements actifs. Et donc, entre autres, ces équipements actifs nécessitent plus ou moins de bandes passantes, plus ou moins grandes. Et évidemment, l'évolution de la technologie Wi-Fi wireless, avec l'arrivée du AC il y a quelques mois, voire un peu plus d'1 an, comme celle des caméras de surveillance ou de la vidéo 4K qu'on entend parler pour nos télévisions grand public, font que c'est extrêmement gourmand de leur côté pour pouvoir faire évoluer cette infrastructure. Donc, comment aujourd'hui allez-vous maintenir votre objectif pour votre propre réseau, sachant que, évidemment, vous allez devoir supporter une bande passante toujours de plus en plus forte, de plus en plus grande, pour instaurer et bien sûr incrémenter ces nouvelles technologies dans votre infrastructure. Au niveau câblage, on a l'avantage de dire et l'habitude de dire que tant qu'une norme n'a pas été définitivement arrêtée, fixée et éditée, on est sûr de rien. Donc évidemment, personne ne peut se déclarer prêt pour l'avenir, même si on a beaucoup d'exemples où les clients ont l'habitude d'installer un câblage toujours surdimensionné par rapport à leurs besoins actuels, mais en conservant des connectiques ou des noyaux de catégorie inférieure pour que ça corresponde au minimum et prévoir le futur. C'est une réponse tout à fait acceptable, mais qui parfois peut ne pas suffire pour anticiper les évolutions qui vont de plus en plus vite sur 3 ou 5 ans, comme on vient de le voir avec les prévisions de Cisco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, comme la catégorie 8, et c'est le titre, est arrivée, je fais un petit point sur comment on en est arrivé là. Donc aujourd'hui, n'oublions pas, les normes Ethernet fixées par l'I3E, c'est bien elles qui régissent par des besoins issus du terrain,
des prochaines évolutions normatives. Donc aujourd'hui, le travail a été dit de travailler et d'avancer sur une nouvelle normalisation pour le 25 Go et le 40 Go sur le cuivre. Et à ce moment-là, les comités américains ont avancé pour travailler sur les applications, les composants et bien sûr la précision de mesure des testeurs qui nécessite d'être écrite et calculée pour pouvoir être diffusée sur le terrain. Les normes ISO, elles, sont attendues pour cette année. Donc, le câblage, lui, est dorénavant, au point de vue normatif, disponible, hein, j'entends bien. Tous les composants et les câbles ne le sont pas forcément, mais en tout cas, les caractéristiques des câbles et des connecteurs sont connues dorénavant de la part des normes et donc des fabricants pour pouvoir être travaillés et donc avancer dessus. Les équipements de réseau, eux, vont arriver courant de cette année de la part des fabricants d'équipements actifs. Et donc, à l'issue de la parution de tous ces parutions et annonces de la part des fabricants, des infrastructures pourront naître et être déployées. Il est évident qu'avec ces débits-là, on attend plus une évolution dans les data centers, on va le voir juste après, que dans la bureautique pure, évidemment, au niveau de nos postes de travail, qui, avec nos PC, sont déjà, et pas tous encore d'ailleurs, au gigabit, et ce qui est déjà largement suffisant pour travailler. Sauf qu'on a des petits problèmes de son, évidemment, mais ça, personne ne nous contrariera aujourd'hui. La catégorie 8, donc pour résumer, c'est d'abord une publication au milieu de l'année dernière de la part du groupement américain TIA 568 qui a défini les caractéristiques d'un lien permanent et d'un lien canal. On va y revenir sur la définition pour rappel dans quelques slides, je vous rassure. Y est inclus la définition de certaines nouvelles mesures, comme le déséquilibre résistif ou les mesures de différentiel de potentiel, comme le TCL et le TCTL. Ces mesures sont déjà connues de nos clients utilisateurs du DSX 5000 depuis maintenant plusieurs années. En plus de ça, je le rappelle, l'I3E avait publié en septembre définitivement, hein, les drafts existaient bien sûr avant pour qu'on puisse avancer, la norme 802.3 BQ pour le 25 et le 40 Go sur le cuivre, hein, donc dénommé 40G base T. Ce qui définit les caractéristiques minimum de transmission, donc l'énergie nécessaire qui va être utilisée sur le câblage à paire torsadée, encore une fois, pour rappel pour tout le monde, sur 4 paires, avec un câble blindé. On va y revenir aussi tout à l'heure. La normalisation TIA 1152, différente de la première, c'est un autre groupe de travail au sein des normalisations américaines, a publié définitivement également, le 10 novembre dernier, les exigences de précision et de mesure, donc mesures à réaliser, précision métrologique des testeurs terrain, pour entériner la capacité d'introduire et de présenter des testeurs prêts pour mesurer la catégorie 8. Donc évidemment, c'était le moment que nous attendions pour pouvoir faire des annonces, bien sûr, au-delà de cette date, pour pouvoir présenter un testeur conforme à cette nouvelle normalisation. Et évidemment, les normes ISO, puisqu'on est, sur rappel, pour le territoire français, donc en Europe, nous utilisons au niveau des cahiers des charges, des bureaux d'études, des normes ISO, IEC. Elles seront publiées à l'issue de tout ça en 2017, avec la même logique que la norme américaine, c'est-à-dire des définitions de liens canal et permanents, et bien sûr des niveaux de précision de mesure que l'on commence à connaître évidemment dans leur dénomination, qui s'appelleront classe 1 et classe 2. Les exigences seront définies par le groupe de travail 61-935-1 édition 5. Ce sera un nouveau document qui va sortir évidemment et qui résumera tous ces éléments-là à destination des gens qui pourront acheter ces documents. Alors on peut revenir bien sûr sur un point rapide, c'est pourquoi a-t-on besoin de 25 et 40 gigas, évidemment. C'est une bonne question, sachant que, évidemment, comme je viens de le dire tout à l'heure, sur les PC, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup plus que le gigabit pour l'instant. Il est clair que cette demande est issue des clients qui ont besoin d'infrastructures évolutives en très haut débit dans leur SaaS server ou leur data center, et qui, dans un point très clair, a besoin d'avoir une offre compétitive ou différente par rapport à la fibre optique qui est aujourd'hui le point central des développements en data center. Donc c'était un choix et un besoin de façon à toujours avoir deux offres en parallèle.
On connaissait le Twinax, voire même le BiDi avec Cisco, évidemment. Dans le cas de solutions cuivre pour le data center, il est évident qu'on n'a pas besoin de transceiver, comme c'est requis sur la fibre. L'intérêt, c'est qu'une carte réseau et un connecteur réseau directement soudé sur une carte peut auto-négocier à différents types de vitesses, ce qui n'était évidemment pas le cas du GBIC quand vous avez sur un port fibre, qui elle est forcément à une vitesse unique et qui évidemment doit être changé et donc racheté pour pouvoir passer à un débit supérieur ou à une nouvelle technologie. Il est aussi clair que cette définition de 25 ou 40 gigas a une longueur maximum, celle nécessaire ou qu'on a l'habitude d'avoir dans les data centers, en tout cas dans les différentes clauses et portes que l'on a dans les data centers, c'est-à-dire un lien canal de bout en bout de 30 mètres, ou vu autrement, un lien permanent de 24 mètres avec 6 mètres potentiels de cordon de brassage aux deux extrémités, de façon à atteindre des équipements actifs. Ces architectures sont dénommées, pour ceux qui connaissent bien, top of rack ou end of row en fonction des philosophies de déploiement dans les salles serveurs. C'est évidemment quelque chose qu'on rappelle, parce que il y a quelques années, voire 5-6 ans déjà un petit peu plus même, la catégorie 6A et 10 gigas sur le cuivre avaient suivi les mêmes chemins de philosophie, de stratégie et évidemment de réflexion pour atteindre ce que l'on a aujourd'hui sur 100 mètres. On avait commencé auparavant sur une liaison à évidemment 35 mètres, ce qui est écrit en l'occurrence ici au départ. Donc ce petit tableau résume bien en fait l'évolution que l'on connaît depuis maintenant plus de 20 ans, hein, le 10 basté en Ethernet, le 100 basté, le giga, le 10 giga et demain matin le 25 et le 40 giga. Le 10 giga, comme je viens de le dire, avait d'abord été défini par une catégorie qu'on appelait catégorie 6 ou classe E en ISO pour 35 mètres maximum. On a la même logique avec la catégorie 8 ou la classe 1 et 2 en ISO avec les 30 mètres maximum que je viens de citer juste avant. Dans la même logique, il est important quand on parle de liaison, et c'est évidemment un point important de cette évolution de la catégorie 8 hein, et d'avènement de la catégorie 8, c'est la rétrocompatibilité des systèmes de câblage entre eux. Alors quand je dis rétrocompatibilité, évidemment, c'est la performance qui est liée au câble et au connectique. Dans le cas de cet écran, on est en train de parler de connectique, et cette première étape est importante puisque l'avènement de la catégorie va se décomposer en deux sous-catégories. La 8.1 pour des connectiques de type RJ45 rétrocompatibles avec des catégories 6A, 6 et 5E, ou EA, E et D dans le cas d'ISO. Et dans le cas où les systèmes de câblage étaient déjà en catégorie 7 ou 7A, ils auront besoin d'une rétrocompatibilité partant de la 8.2 avec de la connectique propriétaire. Voilà, vous connaissez peut-être les systèmes Terrain ou GG45 sur le marché qui sont évidemment liés à un système global channel de bout en bout. Donc cette rétrocompatibilité, on la retrouvera bien sûr dans la précision de mesure des testeurs, mais évidemment également dans le marché. Hein, encore une fois, la catégorie 8 veut, par ces deux sous-ensembles, avoir une offre générique RJ45 et une offre propriétaire avec la 8.2. Petit rappel sur la définition des liens de channel. 100 mètres, 4 points de coupure maximum, les liaisons permanent link, 2 à 3 points de coupure et évidemment 90 mètres maximum. Ça s'applique jusqu'à la 6A. En 8.1 et 8.2, comme on vient de le dire, on sera au maximum à 30 mètres ou 24 mètres avec le lien permanent. Pour pouvoir mesurer ces nouveaux systèmes de câblage, Cloud Networks a introduit une nouvelle génération de testeurs. J'allais dire, tout le monde connaissait depuis maintenant plusieurs années le DSX 5000, qui fait partie d'une plateforme, la plateforme Versive. Cette plateforme est modulaire et à travers différents types donc, de modules, on peut faire des mesures sur la fibre par photométrie avec les modules de Certifier Pro, des modules de réflectométrie, donc OTDR avec l'Optifiber Pro, la caméra d'inspection bien sûr associée pour pouvoir le faire et regarder la propreté des connecteurs de fibre, et évidemment la partie certification cuivre et fibre à travers le DSX 5000 et le DSX 8000.
Le DSX 8000 est le premier vrai testeur catégorie 8 de terrain, avec des adaptateurs Canal et Permanent Link, totalement disponibles immédiatement, de façon à pouvoir travailler sur ces systèmes de catégorie 8.1 ou classe 1 en ISO. C'est d'ores et déjà approuvé par un certain nombre de fabricants de systèmes de câblage et c'est également approuvé par des organismes indépendants comme Intertech TL pour la précision de mesure. On pourrait évidemment supposer que Fluke Networks a sorti seul son testeur, mais ça a été approuvé par des organismes totalement indépendants. Et bien sûr, ça mesure et ça réalise toutes les mesures exigées pour la catégorie 8. Il est livré avec des adaptateurs spécifiques, évidemment, de catégorie 8, normalisés, RJ45, du type Jupiter, c'est la dénomination qu'on a donnée en interne, avec des prises Permanent Link, évidemment, pour pouvoir réaliser cette définition, et bien sûr des adaptateurs channel spécifiques pour pouvoir aborder tous les systèmes de câblage qui seront rétrocompatibles avec le système 8.1 lorsque l'on aura besoin de le faire. Donc, encore une fois, ce système de mesure permettra de tester la 8.1, la 6A, la 6 et la 5.1, la 5E. Donc, toutes les catégories inférieures à la 8.1 pourront être testées avec le DSX 8000, bien sûr, c'est fait pour ça. L'approbation au niveau des fabricants, je nomme en premier lieu évidemment celui qui nous a suivi en tout premier lieu, c'est-à-dire Panduit, mais les autres viennent au fur et à mesure du temps et dès leurs évolutions d'offres de systèmes de câblage. Donc suivez à jour notre site internet, il évolue, je ne vais pas dire de façon hebdomadaire, mais quelque part très régulièrement, des nouvelles marques apparaissent après leurs essais pour dire effectivement que le DSX 8000 correspond bien à ce qu'ils attendent pour pouvoir certifier leur système de câblage conforme à la catégorie 8. Comme je viens de le dire juste précédemment, le laboratoire de métrologie Intertech indépendant a permis de vérifier le niveau de précision du DSX 8000. Aucun autre testeur à ce jour n'a cette vérification et ne peut se gargariser d'avoir cette capacité. Encore une fois, il est important de garder en tête que la précision de mesure dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes en train de faire ces propres mesures. Donc, pour faire des tests en catégorie 5E, l'équivalent de la classe D en ISO, vous avez besoin d'un testeur de niveau 2E. Lorsque vous faites des mesures en catégorie 6 ou classe E, vous avez besoin d'un testeur de niveau 3. Lorsque vous faites des mesures en catégorie 6A, vous avez besoin d'un testeur de niveau 3E. Et donc, pour faire des mesures de catégorie 8, vous avez besoin d'un testeur de précision de niveau 2G. En l'occurrence, le niveau 2G englobe le 3E, le 3 et le 2E, puisque l'ensemble de ces 4 catégories sont basées sur des RJ45 génériques totalement rétrocompatibles les unes par rapport aux autres. Évidemment, si vous mettez un connecteur catégorie 5E sur une liaison catégorie 8, ça va mal passer, forcément. Mais l'intérêt étant qu'une catégorie 8 pouvant être tout à fait ponctuellement raccordée avec une autre RJ45 de façon à ne plus atteindre la catégorie 8, mais en ayant suffisamment de bandes passantes pour pouvoir supporter par exemple du 100 mégabits très ponctuellement si c'était nécessaire en cas de dépannage. Évidemment, le testeur DSX 5000 supporte les différentes étapes qui sont essentielles pour s'assurer et garantir le niveau de précision que l'on attend. Et on les a découpées en 4 étapes de façon à aider l'ensemble de nos partenaires et clients utilisateurs de la plateforme. Ces 4 étapes, les voici. Elles sont d'abord consolidées à travers la gestion de projet, l'ensemble des tests dits basiques, c'est-à-dire minimum légaux et nécessaires pour garantir une certification, puis on y ajoute des tests étendus, généralement optionnels, des diagnostics de localisation et de dépannage, et puis bien sûr une architecture derrière pour gérer les rapports et les archives. Rentrons dans le détail. L'ensemble de ces tests, évidemment, et de cette certification et d'étapes peuvent être réalisés par l'ensemble de la plateforme du DSX, que ce soit le DSX 5000 ou le DSX 8000, à travers l'ensemble des menus que l'on va retrouver
pour créer de la navigation à travers l'interface tactile couleur que l'on a dans le DSX5000. La première étape, c'est la définition du projet. C'est souvent, j'allais dire, négligé. C'est pas péjoratif, bien que, mais en l'occurrence, c'est là où on perd beaucoup de temps, alors que souvent on ne regarde qu'un testeur à travers son temps de test, qui est dorénavant de 8 secondes, ce qui est très peu. Sur des gros chantiers, évidemment, c'est essentiel, mais d'autant plus sur ces gros chantiers, la perte de temps que l'on peut avoir sur le paramétrage du testeur, évidemment, donc la connaissance en amont du projet et du chantier, est essentielle. Ce qui veut dire tout simplement que utiliser un système adéquat pour connaître le type de câble, la vitesse de propagation, c'est-à-dire la MZP, la limite de test, c'est-à-dire tout simplement la contrainte que l'on va appliquer à la certification, et la configuration de prise, que ce soit en 568 RDB, est essentielle pour bien gérer l'ensemble de la configuration du testeur et gagner du temps derrière. À l'issue d'un test, évidemment, on a besoin d'enregistrer, de dénommer et de conserver la numérotation des prises. C'est ce qu'on appelle les ID des étiquettes. Encore une fois, ça fait partie de la préparation du chantier. Et une connaissance, une préparation même à travers des fichiers Excel permet de gagner énormément de temps par rapport à tout ça. Qui est la meilleure personne à connaître tout ça? Je dirais c'est tout simplement le chef de projet qui, lui, va agréger, compacter l'ensemble des informations qu'il aura pu avoir à travers ses différents interlocuteurs, que ce soit bureau d'études, que ce soit chef de projet chez son client, ou voire sous-traitant quand il a plusieurs organismes ou sociétés qui vont venir travailler pour lui. Le point important, évidemment, de cette phase-là, c'est tout simplement le cahier des charges qui sera édité et qui devra contenir l'ensemble de ces informations et qui permettra à toute personne qui aura accès à ce dossier de pouvoir avoir un espèce de référentiel pour le faire. L'importation des numérotations de prise peut se faire de différentes façons dans le testeur. On peut bien sûr les rentrer à la main, entraîner l'écran tactile couleur, il y a des claviers virtuels qui permettent de le faire, mais on peut aussi se servir d'un ensemble de logiciels qui, par des extractions d'informations et mise en place à travers des fichiers au format CSV, donc Excel, pourront être rentrés dans le système de gestion qui s'appelle Linkware et qui, après passage à travers Internet, le cloud par exemple, pourra tout à fait être réintégré dans le testeur directement, soit à distance, soit directement relié par un câble sur le port USB du testeur, ce qui fait gagner énormément de temps à tout le monde évidemment. On le voit à travers des blocs dongle Wi-Fi, comme on peut le voir ici, ou tout simplement parfois un câble, encore une fois, ou une clé USB qui peuvent être directement connectées sur le testeur. La deuxième étape, c'est tout simplement la liste des mesures, les tests basiques, donc définissant l'ensemble des mesures à réaliser obligatoirement selon le choix de la norme que nous avons configurée. Dans ces mesures, il y a surtout une méthodologie de test. J'adore rappeler évidemment qu'une application, c'est tout simplement le cheminement entre deux équipements actifs reliés par un câblage avec des équipements réseau allumés aux deux extrémités, avec un câble, des connecteurs et des cordons. L'ensemble de cette chaîne s'appelle et est nommé canal en français ou channel en anglais et doit absolument respecter l'ensemble des performances de l'ensemble des mesures réalisées lors de la certification. Évidemment, sur un chantier, il n'est pas forcément évident de récupérer l'ensemble des cordons pour le chantier. Donc, une définition du lien permanent décrite ici, de la prise murale à une autre prise dans le débrassage, permettra de faire l'ensemble de ces tests à travers le lien. Évidemment, la définition n'est pas la même, et évidemment, il y a des respectés, ou il y a des respects à avoir par rapport à cette définition qui est tout simplement plus contraignante, mais cette exigence permet également de faire passer des meilleurs débits sur le chantier. Et évidemment, comme les raccords ne sont toujours pas disponibles, on a besoin de cette définition. Point souvent méconnu de la phase de configuration ou de certification, une certification en mode permanent link, plus une certification des cordons avec des adaptateurs spécifiques pour les cordons, est équivalente à une certification en mode canal ou channel.
ce qui garantit évidemment le bon fonctionnement de l'application. Donc c'est important et c'est souvent méconnu. C'est évidemment pas forcément facile à mettre en place sur le terrain, mais dans certains cas, c'est extrêmement utile de s'en souvenir pour diverses raisons. Lorsque le lien permanent est réalisé en termes de certification et que les cordons ne sont pas disponibles, il peut être difficile d'avoir la garantie 15 ou 25 ans du fabricant de système de câblage, sauf dans le cas où les cordons sont livrés et garantis par une certification supplémentaire individuelle, ce qui peut être une bonne manière d'accéder à cette certification définitive. L'ensemble des mesures, elles, sont définies par les comités de normalisation. À gauche, les normalisations ISO et à droite, les normalisations américaines. Souvent, il est dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux, ce qui est presque vrai, mais pas tout à fait. La différence que beaucoup de gens méconnaissent, c'est la partie longueur. Elle est obligatoire dans la partie américaine, sachant que quand je dis obligatoire, c'est donc un critère d'échec formel lorsque la certification est réalisée par le testeur. C'est-à-dire qu'au-delà de la longueur maximale de 100 mètres, plus 10%, la normalisation américaine TIA dit le lien est en échec, quoi qu'il se passe sur toutes les autres mesures. La philosophie de la norme ISO-IEC, donc internationale, est un petit peu différente. Elle précise tout simplement que la longueur est informative, donc on a le droit de la mesurer plus loin, mais que ça ne sera en aucune façon un critère d'échec, bien qu'on puisse avoir des longueurs, par exemple, de 120 mètres, ce qui est évidemment beaucoup plus long que ce que demande la norme. Pourquoi le faire? Parce que tout simplement, l'ISO considère que l'atténuation, critère mesuré en fréquence de 1 à X MHz, voire 2 GHz pour la catégorie 8, sera suffisant pour garantir l'espace, donc l'énergie qui sera nécessaire à l'application pour être fonctionnelle sur ce système de câblage de 4 paires. Donc des philosophies légèrement différentes, une conséquence pas tellement très différente, mais à se rappeler. On a de temps en temps chez nous des questions techniques sur cet aspect-là, nous disant mais je ne comprends pas, le lien n'est pas en échec alors que j'ai dépassé de 120 ou 130 mètres, est-ce normal? N'est-ce pas un bug de votre testeur? Ce n'est absolument pas un bug, c'est tout à fait conforme à ce qui est écrit dans la normalisation en termes de certification terrain par les outils de mesure. Associé à ça, évidemment, on a un point important que j'aime bien rappeler, d'autant plus que nos fréquences de test augmentent, c'est la prépondérance entre câbles et connecteurs. Ce que je sous-entends, et ce que l'on voit ici, sur une liaison en exemple de 30 mètres maximum de mesure, quand vous faites les mesures à 100 MHz, c'est-à-dire en classe D, la prépondérance lors de la mesure d'atténuation, donc de insertion loss, c'est le câble à 97%. Sur cette même liaison de 30 mètres, lorsque vous avez un résultat de mesure de diaphonie, de Next, la prépondérance à 100 MHz est encore une fois due principalement à 2 tiers, 69% au câble, mais quand même 31%, un tiers dû au connecteur. Connecteur sous-entendant qualité du connecteur et qualité de l'installation faite par l'opérateur sur ce connecteur, donc de la personne qui a fait l'intégration de ce connecteur sur le câble. Lorsque l'on continue et que l'on regarde un petit peu plus loin et qu'on fait des mesures un petit peu plus haute fréquence, par exemple à 500 MHz, on voit qu'il n'y a pas de différence pour la mesure d'atténuation. Le câble est toujours prépondérant, le connecteur, lui, étant quasiment non négligeable dans le cadre de l'atténuation. Ce n'est évidemment pas le cas pour la mesure de diaphonie, où on voit que la prépondérance, le connecteur prend de plus en plus de place au sein de la mesure de Next par rapport au câble qui s'efface par rapport à ça. Comme vous le voyez, à 1 GHz, et c'est encore vrai et d'autant plus vrai à 2 GHz, c'est la même chose pour l'atténuation. Encore une fois, le câble est prépondérant, donc avec un excellent câble, il n'y a aucun finalement problème sur le long terme. La difficulté, évidemment là, est au niveau de la connectique mâle-femelle, le plug et le jack qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et là, on se retrouve avec une prépondérance formelle et reconnue du connecteur sur la mesure de Next.
La conclusion de ces petits camemberts est extrêmement simple. Le soin qui doit être apporté à la connectique et à l'étape de la connexion d'un connecteur sur le câble est majeur sur les nouvelles normalisations que l'on utilise aujourd'hui, que ce soit en catégorie 6A, donc classe A, ou catégorie 8, donc classe 1, pour demain matin. La qualité, le soin de la personne qui installe un chantier est prépondérant, ce qui veut dire donc qu'on y passe automatiquement plus de temps. Ce qui veut dire aussi que le testeur vous met beaucoup plus vite en échec, sinon ce ne serait pas marrant. Donc, ce point-là est essentiel dans l'appréhension des nouveaux chantiers. Une petite image relativement simple pour résumer la situation. On est tous en équilibre extrêmement précaire. C'était déjà bien connu en catégorie 6 et 6A. Ça le sera encore plus demain. Hein, j'aimerais bien voir quelqu'un un jour me faire cette image. Je ne l'ai pas encore vu en vrai, mais effectivement, on peut tout de suite se dire que ça sera d'autant plus difficile à maintenir, même si les poids sont identiques des deux côtés. On sent que l'équilibre n'est pas facile à maintenir. La deuxième partie, et donc l'étape 3 de ces étapes, c'est bien sûr les tests étendus, c'est-à-dire ces tests optionnels, connus, définis par les comités de normalisation, mais rendus optionnels par le fait tout simplement qu'ils ne sont pas encore disponibles dans l'ensemble des testeurs du marché. Ils le sont déjà dans le DSX 5000 et le DSX 8000, mais en l'occurrence, pas forcément partout ailleurs. Et surtout pas, évidemment, dans les testeurs d'ancienne génération que vous pouvez avoir, comme le DTX par exemple, que ce soit 1200, 1800, 1500. Quelles sont ces mesures? On va les voir tout de suite, mais on les retrouve évidemment de chaque côté, que ce soit dans les comités américains ou dans les comités internationaux ISO. Le premier dont on peut parler, c'est évidemment la mesure du blindage. On a l'habitude depuis maintenant plus de 20 ans, et c'était écrit et décrit comme ça dans les comités de normalisation, qu'un regard visuel, hein, une vérification visuelle était seulement nécessaire pour garantir la bonne performance dans le blindage. C'était bien, on va dire que c'était vrai et suffisant, mais ça ne l'est plus vraiment à cause justement de ces continuités de performance qui aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des signaux et de l'amplitude des signaux qui diminue, elle, doit être beaucoup plus protégée qu'auparavant. Donc évidemment, la mesure de la performance et donc de cette intégrité de blindage est essentielle et doit être absolument mesurée de façon à se protéger en termes d'immunité contre les perturbations extérieures. Alors, on a fait un petit test, on a pris un câble, on l'a relié avec deux panneaux, hein, le dessin qui est ici avec au milieu juste une continuité. On a mis un petit multimètre au milieu pour mesurer cette continuité. Le testeur nous dit, bah oui, il y a bien la continuité. Effectivement, on a bien raccordé avec deux pinces croco la continuité des deux côtés par ce câble. Maintenant, évidemment, quand on prend des testeurs de câblage, eux vont nous dire effectivement, comme le ohmmètre qui est ici, il y a bien continuité. Il y a bien continuité, un autre type de testeur, il y a encore bien continuité avec un autre type de testeur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment performance. Et là, seuls le DSX 5000 et le DSX 8000 sont capables et vous diront de façon très incisive et méchante que votre câblage n'est pas conforme au niveau de la continuité du blindage. Il y a vraiment continuité, mais il n'y a pas performance de votre blindage. Et cette mesure a été réalisée par le testeur, évidemment, pour pouvoir le garantir. Il en profitera pour vous localiser ce défaut en vous disant c'est à 2 mètres, 3 mètres, 20 mètres, 50 mètres que vous avez un problème de relation entre le blindage d'un connecteur par rapport avec le câble ou entre deux baies de brassage s'il y avait un problème à ce niveau-là. Les autres mesures que l'on va voir sont également des mesures qu'on appelle TCL et ELT-CTL, qui sont en fait des mesures permettant de bien comprendre effectivement également l'immunité des perturbations électromagnétiques sur les 4 paires, certainement également dû à un mauvais blindage, mais cette mesure est en complément de la précédente, justement parce qu'elles sont faites directement sur les 4 paires, alors que le test d'intégrité et de performance du blindage est fait sur le blindage pour localiser la coupure sur le blindage.
Donc des mesures tout à fait pertinentes de déséquilibre de mode commun et mode différentiel qui sont faites directement sur les 4 paires. La dernière catégorie de mesures, ce sont les mesures de déséquilibre de résistance et transistif. Ces mesures ont déjà été expliquées dans d'autres séminaires webinaires par rapport au bon fonctionnement de la POE, puisque la POE, comme vous le savez, est une énergie à valeur continue, courant continu, véhiculée, émise par un switch, véhiculée par le câblage pour alimenter un téléphone, une caméra ou un point d'accès Wi-Fi. La problématique, c'est que le câblage et même la certification des câblages ne prend pas en compte aujourd'hui de façon factuelle les mesures de déséquilibre résistif obligatoires. Elles sont optionnelles, mais en aucune façon obligatoires. Elles sont bien définies, mais toujours optionnelles. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait faire une certification en catégorie 6A ou classe A, tout en ayant demain matin des problèmes de POE dus à votre propre câblage. L'intérêt du DSX 5000 et des DSX 8000, c'est qu'il sait faire en plus, ce sont des normes que l'on a séparées les unes des autres, on vous propose, on vous laisse la possibilité de faire ces mesures et de localiser évidemment les défauts liés à ces problématiques de déséquilibre résistif. Donc si dans une maintenance ou une exploitation d'un réseau informatique vous avez ces soucis, les DSX 5000 et 8000 pourront vous aider extrêmement facilement pour pouvoir comprendre ces problématiques. Évidemment, associé à l'ensemble de ces mesures, on l'a vu dans l'étape 3 et avec, je vais dire, l'étape 3 bis, c'est le dépannage, donc les fonctions de localisation de défaut. Elles peuvent être, bien sûr, schématiques, graphiques, mais elles peuvent être aussi beaucoup plus simples, avec des jolis dessins qui permettent, avec des couleurs grises, bleues, rouges, de parfaitement localiser et comprendre d'où proviennent les défauts de performance liés principalement au return loss, aux variations d'impédance, de résistance, mais aussi de next ou d'atténuation que vous allez avoir rencontré lors de la certification de câblage. Ces menus sont disponibles à tout moment à travers l'écran tactile couleur, de façon à aller interroger le testeur sur la distance au défaut et vous aider bien sûr beaucoup plus rapidement à intervenir, à réparer, pour pouvoir relancer dans la foulée la certification de câblage. Associé à ça, bien sûr, on parle de la dernière étape, l'étape finale, c'est-à-dire l'archivage et la documentation. Elle se fait depuis toujours à travers un logiciel qui s'appelle Linkware, qui permet d'agréger l'ensemble des tests dans une seule et même base de l'ensemble des testeurs FrequentWorks, que ce soit les anciennes générations ou les plus récentes générations, que ce soit sur le cuivre ou sur la fibre. Afin de travailler au mieux avec les évolutions de comportement de nos clients, on a mis en place un système qui s'appelle Linkware Live, qui permet de se synchroniser avec le cloud, d'avoir une géolocalisation des testeurs et de pouvoir paramétrer les testeurs à distance pour un chef de projet, de récupérer les rapports pour le chef de projet ou tout simplement par le technicien, d'éviter de revenir au bureau avec son camion par exemple, et donc de faire de perte de temps, que ce soit de distance ou d'embouteillage sur la boucle parisienne, pour ne pas le nommer, lorsque l'on est amené à se déplacer le matin ou le soir dans les heures de grande influence. Donc évidemment, l'intérêt de tout ça peut se faire par une synchronisation Wi-Fi, filaire, en gigabit avec le port de management, ou tout simplement avec des clés USB qui permettent de récupérer ces éléments. Donc l'étape 4, c'est bien sûr gérer et suivre le projet pour le chef de projet de son bureau, pour le technicien terrain de son smartphone, ou tout simplement directement avec le logiciel pour PC qui va lui agréger les informations et les ramener sous un format que vous connaissez, PDF par exemple. Ce qui me permet d'en montrer un exemple, documentation cuivre, mais c'est aussi une excellente question de se dire, est-ce qu'on sait bien les lire ? J'aime bien cette question et cette étape, parce qu'il y a aussi, effectivement, au niveau de notre support technique, beaucoup de questions à ce point de vue, pour comprendre d'où viennent ces petits graphes, ces courbes, et comprendre ces colonnes de chiffres relativement barbares de temps en temps. Donc une mesure est en échec dès que la croix rouge apparaît, ça tout le monde le sait, mais ça sous-entend aussi que dès qu'une mesure est en échec, alors la croix rouge apparaît. Et évidemment, à l'inverse, dès toutes les mesures sont bonnes, à ce moment-là, vous avez la croix verte qui apparaît.
La marge de sécurité étant la pire de toutes les marges, on va voir ce que c'est qu'une marge juste après, et évidemment c'est très significatif par rapport à l'ensemble de la performance de la liaison que nous venons de mesurer. Elle est très 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 représentative. La limite, c'est la contrainte, ce sont les gabarits, ça permet d'être sûr et certain que le choix de l'interlocuteur, du chef de projet, du technicien sur le terrain a bien été respecté, donc on le rappelle à cet endroit-là. La pire marge étant la différence entre une mesure et sa limite pour chaque fréquence, à la différence de la pire valeur qui, elle, est la plus mauvaise mesure réalisée sur l'ensemble de la bande passante que l'on a regardée. La courbe peut être rouge, enfin doit être rouge, de temps en temps elle est noire pour respecter les différentes exceptions normatives comme la règle des 3 dB en return loss ou de 4 dB en next. Évidemment, en bas à gauche, on a un petit encart blanc qui est blanc parce que mon lien est en échec. Cet encart qui est ici est rempli par une liste d'applications, donc de réseau, de débit, en fonction de la norme qui a été sélectionnée ici et bien sûr du point vert si le test a été correctement effectué à la fin. Cette documentation, bien sûr, gérée par Linkware, peut être simultanément dans le logiciel, en cuivre comme en fibre, pour pouvoir avoir sous ce seul et même projet l'ensemble des informations, ce qui permet d'aller au maximum. On le voit là sur les exemples, on a une photométrie, puis une réflectométrie avec des exemples de caméras d'inspection qui ont été prises, donc des images des extrémités des fibres qui apparaissent à ce moment-là. Qu'y a-t-il dans le DSX 8000 pour conclure cette partie? Tout simplement, évidemment, des modules de mesure que l'on voit en bas ici en jaune, et un jeu d'adaptateurs permanent, catégorie 8, donc c'est évidemment ces ronds ici de câbles, et les adaptateurs de canal, de channel, catégorie 8, que l'on voit évidemment ici. C'est l'ensemble de ces accessoires, si on peut les appeler comme ça, qui n'en sont pas vraiment, parce qu'ils font partie du package évidemment, qui font la différence entre un DSX 8000 et un DSX 5000, qui lui aura les modules pour un maximum de la catégorie 6A. Évidemment, comme ces deux produits sont issus de la même plateforme, on les distingue de façon à éviter les erreurs de manipulation et donc des bugs de mesure, ce qui serait totalement contre-productif, avec un petit ergot sur les modules du DSX 8000 qui empêche évidemment de brancher des adaptateurs de DSX 8000 sur un module de DSX 5000, c'est quand même plus pratique. Alors qu'à l'inverse, un adaptateur de DSX 5000 peut venir se brancher dans un module de DSX 8000, ce qui est assez logique dans la rétrocompatibilité descendante d'une performance. Un petit tableau pour nous aider, on voit d'abord celui-là, c'est bien sûr la capacité des adaptateurs à venir s'insérer dans un module, évidemment c'est rouge pour les modules de DSX 8000, les adaptateurs Permanent Link et Channel de catégorie classe 2 ou 8.2 pour les catégories en Amérique seront disponibles, eux, pour l'été 2017, alors que pour le 8. C'est-à-dire la partie classe 1 de l'ISO, c'est bien sûr le package standard qui est livré actuellement, bien sûr, et d'ores et déjà disponible. L'ensemble des adaptateurs ont les références commerciales reprises ici. On y retrouve bien sûr des adaptateurs de cordon, de brassage, comme on expliquait tout à l'heure, que ce soit catégorie 5E, catégorie 6 ou 6A. Et évidemment, les compatibilités pour ces modules qui sont ici ne peuvent pas venir ici puisqu'ils auront une nouvelle référence dédiée au DSX 8000 qui sortiront, donc, comme je l'ai dit juste avant, pour l'été. Un petit tableau, encore une fois, qui résume les différences et les évolutions entre la série DTX, bien connue depuis maintenant plus de 10 ans, le DSX 5000 ici et le DSX 8000 sur la dernière colonne de droite. On est quand même passé de 22 secondes à 10 secondes et dorénavant à 8 secondes de test sur un périmètre équivalent, c'est-à-dire la catégorie 6A ou classe A. L'ensemble, évidemment, est aussi important. Un autre point important, c'est la capacité de
stockage des informations. On voit qu'avec un DTX, on ne pouvait pas aller à plus de 250 tests dans le testeur lui-même, même s'il avait une carte mémoire externe que l'on pouvait ajouter, mais qui est de moins en moins disponible dans nos Darty et FNAC préférés. Alors que dans le DSX 5000, on était à 12 000, on reste dans une capacité avec une capacité en catégorie 8 de 5000 points, puisqu'il y a encore plus de points de mesure à réaliser. Donc évidemment, il y a une capacité moindre dès qu'on fait des mesures de catégorie 8 en termes de stockage. Alors évidemment, pourquoi le DSX 8000 diminue considérablement ses coûts d'installation? Pourquoi il est finalement économe d'avoir un DSX 8000? L'intérêt, c'est bien sûr, et c'est ce qui est le plus facilement visible, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est en tout cas visible de l'iceberg, c'est tout simplement le temps de test en tant que tel, donc 22 secondes, 10 secondes, 8 secondes. Dès que vous avez évidemment 10 prises, c'est pas tellement visible. Par contre, dès que vous avez des chantiers de 1000 voire plus prises, évidemment, ces 2 secondes de test gagnées par mesure vous fera gagner un temps et un calcul de retour sur investissement non négligeable, très rapide. Le deuxième point, évidemment, c'est la qualité de mesure. On retrouve des performances comme des outils de laboratoire, hein, ce qu'on appelle les analyseurs de réseau vectoriel, qui en font des outils totalement équivalents à la précision de mesure que l'on peut avoir sur des machines qui ne sont évidemment, elles, pas du tout transportables. Et bien sûr, cette qualité est retrouvée de façon générique à travers nos adaptateurs, ce qu'on appelle centrés, que ce soit dans l'adaptateur Permanent Link ou dans l'adaptateur Channel que vous allez pouvoir utiliser et qui est bien dédié à des RJ45 totalement génériques de la catégorie 8.1, 6A, 6 ou 5. C'est évidemment et sans aucun doute le testeur pour les 10 prochaines années, compte tenu des différents chantiers qui vont apparaître et qui pourront le faire. Comment puis-je déterminer ce dont j'ai besoin en termes de configuration de mesure? Eh bien, tout simplement, on a un configurateur très dynamique sur Internet, sur notre site, à travers notre site Internet, qui vous permettra de choisir la bonne configuration et derrière, bien sûr, de revenir vers nous avec ces références pour qu'on puisse vous aider à trouver la configuration finale, on va dire définitive, alors que vous aurez déjà une première étape possible à travers ce configurateur qui vous permettra de mixer cuivre, fibre, photométrie, réflectométrie, multimode, monomode, caméra d'inspection de façon extrêmement aisée. Pour conclure ce séminaire, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de quelques petites promotions actuelles liées à l'introduction du DSX 8000. Pour les clients intéressés, on a actuellement une offre qu'on a appelée doubler la mise ou double up en anglais, qui est tout simplement la fourniture gratuite d'une deuxième plateforme versive avec associée la caméra d'inspection. Donc, offre dédiée aux gens qui font bien sûr de la fibre et qui ont besoin de travailler en équipe avec cette caméra qui, je rappelle, est essentielle, voire même indispensable pour bien réaliser le travail soit de dépannage, soit de certification des liens fibres en data center. Donc le tableau qu'on a là sont en fait les références commerciales éligibles à cette offre dans lequel vous aurez la fourniture de cette FI 7000 gratuite d'une valeur de donc, plus de 3200 €. Dans le cas d'un achat, par exemple, d'un photomètre Certifier Pro à droite, de combinaison de réflectomètre et de photomètre ici, ou de combinaison de DSX 8000 ou DSX 5000 avec un certain nombre d'options fibres plus ou moins importantes en fonction de votre besoin. Vous les retrouvez ici, hein, les usages nécessaires. Cuivre est automatiquement pris dans ces configurations-là, avec le dépannage bien sûr. La certification basée par de la photométrie est ici, dans tous les cas, récompensée entre guillemets dans cette offre de Belop. Et derrière, la réflectométrie est une option possible à travers ces différentes références commerciales choisies dans le cas de cette offre-là. J'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce séminaire et cette conférence. Vous retrouverez bien sûr à disposition ce séminaire, cet webinaire pendant quelques temps encore disponible.
Donc, vous pourrez la voir rejouée puisqu'elle a été enregistrée. Vous retrouvez bien sûr de l'information sur notre site internet à travers cette URL floatnetworks.com/catégorie 8. Ou tout simplement, vous pouvez nous envoyer un petit email aux gens de Distram. Julien, c'est ju.bourgois.fr ou tout simplement à la mienne, à alain.divenet@floatnetworks.com. Si vous avez quelques petites questions, vous pouvez bien sûr nous les soumettre à travers le petit chat en ligne que vous avez là. Je vais couper l'enregistrement, mais je reste en ligne pour pouvoir vous aider, bien sûr, à répondre si vous avez besoin. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.